l'émission d'aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui intéresse plusieurs personnes puisque ça nous a été demandé et on y a peut-être été un petit peu en manque dans les dernières émissions. C'est qu'on va toucher à la plateforme Macintosh, que ce soit au niveau des applications, du matériel et même de la compagnie. On est en présence de M. Vanier de Apple Canada qui viendra nous parler un peu plus en détail de vers où s'en va la plateforme et la compagnie Apple. Claude, je sais que tu as des questions qui ont été préparées pour M. Vanier, mais avant, j'aimerais peut-être rappeler une petite nouvelle aux gens. C'est que récemment, il y a eu au mois de novembre une annonce qui a été faite, une sortie de la carte d'accélération QuickDraw 3D qui est maintenant, je le crois, disponible pour le Macintosh, ou est-ce qu'elle va sortir plus tard? Non, effectivement, elle est disponible maintenant. Grosso modo, ce que cette carte-là permet de faire, c'est qu'elle permet d'accélérer tout le travail qui se fait en 3 dimensions dans l'ordinateur, un peu comme on avait des cartes d'accélération 2D. La carte d'accélération 3D est faite généralement pour les logiciels d'animation en 3 dimensions. Claude, je te laisse la parole et puis j'aimerais peut-être qu'on regarde un peu plus en détail où en est rendu Apple dans le marché de l'informatique actuellement. Oui, alors on est content aujourd'hui d'avoir avec nous M. Vanier, qui est directeur des ventes commerciales d'Apple Canada. Denis, j'aimerais que tu nous parles un peu des origines de la compagnie. Comment ça a commencé? Disons que ça a commencé avec deux visionnaires, les deux Steve qu'on les appelle, le plus connu Steve Jobs, en 1976 avec le Apple II. Ce qui est plus courant aujourd'hui, ce qu'on peut reconnaître un peu plus, c'est en 1984, le premier Macintosh, on peut dire, qui est vraiment sorti sur le marché comme on le connaît présentement. Y a-t-il d'autres faits marquants de la compagnie après ça? Bien, effectivement, en 1985, dans notre système d'exploitation, on a inclus de la réseautique, c'est-à-dire la capacité de mettre des ordinateurs en réseau. Ensuite, en 88, on a eu ce qu'on appelle le plug and play. En 89, le système d'exploitation prenait la formule 32 bits. En 91, on commençait vraiment ce qu'on appelle le multimédia qu'on connaît aujourd'hui avec QuickTime. Déjà? Oui, effectivement, déjà on mettait ça en œuvre. Et ensuite, en 94, je pense que la transition assez importante et marquante, c'est la transition à PowerPC. Ce qui était la fameuse entente IBM, Motorola et Apple. Effectivement, je pense que c'est une entente qui était tripartite, qui a commencé en fait en 92 pour finalement arriver à un produit qui s'appelle le Power Mac, ou la série Power Mac, qui est disponible maintenant, comme on le connaît. Et tout récemment, en fait, Comdex, qui a eu lieu la semaine dernière, on annonçait officiellement la venue de la plateforme de référence PowerPC. Qui va s'en venir bientôt sur le marché, j'espère. Bien, effectivement, là, quelque chose de fin 96, début 97. OK. Mais si on revient à aujourd'hui, la tendance des ventes de Windows 95 semble fulgurante. Macintosh, puis tout ça, comment ça se situe là-dedans? Bien, premièrement, il faudrait répondre en disant... ça fait juste confirmer qu'Apple ne s'était pas trompé en 1984 avec l'environnement graphique, mais que juste une petite note concernant ça, dans la même période, c'est-à-dire la même période où Microsoft faisait le lancement de Windows 95, Apple a connu une période record de vente pour la période de 3 mois, le troisième quart de 95, avec des ventes de 3 milliards de dollars et de 1,25 million d'unités au niveau mondial. Pour ce trimestre-là uniquement? Uniquement pour ce trimestre-là. Un franc succès, en fait. Oui, wow, comme on dit. Attention, Windows. Mais, petite question piège. On sait que le succès d'un environnement n'est pas uniquement dû, disons, à sa technique ou à la qualité de sa technique, mais bien sur le nombre de logiciels qui sont développés pour ces machines-là. Vous en êtes où là-dedans, vous autres? Il est évident qu'on ne peut pas avoir juste un appareil sans avoir de solution ou d'application pour les usagers. Alors, si on est pour avoir un produit comme la technologie PowerPC, aujourd'hui, on est rendu à plus de 1400 logiciels pour cette plateforme-là seulement. Évidemment, ça démontre un intérêt, mais il faut aussi avoir un intérêt qui augmente constamment. Alors, à la dernière session des développeurs, qui a eu lieu tout récemment, on a connu une augmentation de 35% du nombre de développeurs. Alors, ce qui démontre qu'effectivement, que la plateforme PowerPC intéresse énormément les différents développeurs de logiciels actuellement. OK. Mais sur le marché domestique, si on exclut les systèmes d'exploitation, vous êtes rendu où aussi là-dedans? Est-ce que vous avez une situation sur le marché? Êtes-vous au courant? OK. Actuellement, pour le quart numéro 3 de l'année en cours, 1995, la compagnie IDC et DataQuest, qui sont en fait des entreprises indépendantes d'analyse de marché, ont stipulé qu'Apple a connu les plus grandes ventes d'unités ou d'ordinateurs pendant cette période-là. Et on stipule aussi, ces deux entreprises encore une fois, pour le quart numéro 4, qui va se terminer à Noël, en fait au décembre de cette année,
qu'Apple devrait encore prendre de la part de marché ou gagner de la part de marché pendant cette période-là. Ce qui est vraiment très fort. OK. Denis, ça fait longtemps qu'on entend parler d'une plateforme commune pour IBM, Macintosh, et les logiciels pourraient tourner sur une seule et même machine. Ça va-tu arriver un jour? Ça, on parle... Actuellement, je te donne un exemple. Si je prends l'appareil Macintosh, vous savez que, a priori, bâti à même l'ordinateur, on peut lire et écrire des disquettes DOS et Windows, si on a des applications qui sont similaires sur une plateforme et l'autre. On peut aussi, secondo, avec un logiciel comme Soft Windows, émuler un environnement DOS et Windows sur un Macintosh. Oui, mais là, tout le monde dit que ça, c'est pas vite. Bien, effectivement, on n'est pas là pour mentionner que ça va donner... On n'aurait pas une application comme AutoCAD là-dessus. Je ne pense pas que c'est l'objectif. On peut faire du traitement de texte et des chiffriers sans aucune difficulté, et une performance intéressante. Cependant, si vous êtes une personne qui avait besoin de performance et de puissance, on a aussi des cartes DOS. Ah oui? Un processeur 486 DX266 ou Pentium à même un ordinateur Macintosh qui permet à ce moment-là de rouler ou d'exécuter des logiciels beaucoup plus rapidement. Mais ce qu'on va faire demain, c'est encore plus intéressant. Vous savez qu'actuellement, avec l'entente PowerPC, l'entente tripartite, on va pouvoir exécuter des applications de différents systèmes d'exploitation, entre autres Windows NT, macOS, OS2, AIX, Sun Solaris. Mais sur la même machine? Sur le même appareil. Ça veut dire que... Windows 95? Windows 95, pas vraiment, parce que même Microsoft a une stratégie d'aller vers Windows NT pour tous leurs différents besoins. Alors, c'est Windows NT qui sera la base dans une année à venir. Aussi, ce qui va se passer, c'est qu'on va standardiser vers une architecture PCI qui va être standard pour toutes les différentes plateformes de travail, qu'on retrouve déjà dans certains cas sur PC aussi. Les Pentium roulent là-dessus à l'heure actuelle. Peut-être une petite mention, c'est que je pourrais prendre une carte PCI qui en fait PCI 2.0, la prendre d'un ordinateur PC compatible ou un PC et la mettre dans une fente d'un Macintosh avec les bons installateurs et ça va fonctionner sur un Mac, la même carte. Surprenant. Oui, je pense qu'on arrive à ce qu'on appelle une stratégie d'Apple qui est en fait de l'innovation ouverte. Alors, dans le sens qu'on sera innovateur dans les limites de ce que l'industrie dicte au niveau des standards. Et à ce niveau-là, un exemple, entre autres, s'agit de parler de PCI, où on va être là-dedans. Et aussi, évidemment, des différents systèmes d'exploitation, comme je viens de vous mentionner. Ce qui fera qu'un usager aura à choisir simplement le système d'exploitation dans lequel il désire œuvrer. Et dans ce contexte-là, il aura l'appareil pour le faire. Ah bon. Alors, c'est à peu près tout le temps qu'on avait à notre disposition, Denis. Je te remercie beaucoup et on reparlera sûrement des produits éventuellement. D'ailleurs, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble dans quelques minutes, c'est peut-être de regarder un des derniers modèles qui a fait son apparition dans la famille Macintosh, le Performa, je crois que c'est le 5200 qu'on va regarder ensemble, qui se positionne comme étant la machine d'accès domestique, si je me trompe pas, dans le domaine de Macintosh. Effectivement, l'appareil Performa 5200 est ciblé spécifiquement pour l'appareil domestique à la maison et qui donne toutes les fonctionnalités multimédia et de communication, télécommunication nécessaires. D'ailleurs, sa forme physique a un intérêt assez spécial que je vous invite d'ailleurs à jeter un petit coup d'œil dans quelques minutes. Alors, comme on vous l'avait promis, on va prendre quelques minutes pour regarder ensemble un des modèles d'ordinateurs de la famille Macintosh, qui est le modèle Performa 5200. C'est un des ordinateurs qu'on pourrait considérer comme étant de type domestique, qui pourrait évidemment être utilisé pour des usages un peu plus professionnels. D'ailleurs, quand on va regarder l'ordinateur ensemble, on va constater que sa forme est un petit peu spéciale. C'est un concept innovateur, un concept qu'on peut appeler tout en un, dans lequel d'ailleurs on n'a qu'une seule boîte à déplacer, il n'y a pas de boîte externe. En fait, ce qui caractérise cet ordinateur-là, c'est que la partie électronique, la partie processeur de l'ordinateur fait partie du moniteur, un peu comme on était habitué avec les anciens moniteurs et les anciens modèles de Apple, sauf que c'est vraiment un modèle avec lecteur CD, lecteur de disquette, haut-parleur, prise audio
ainsi que modem, et tout ça fait partie de la pièce qu'on appelle moniteur. Je suis en compagnie de M. Vanier de Apple qui va probablement prendre quelques temps avec nous pour regarder, en fait, aussi au niveau des logiciels qui accompagnent cette machine-là, faire un peu la différence entre les différents. Je crois qu'il y en a quoi, une vingtaine de logiciels qui sont fournis avec la machine. La majorité en français, si j'ai bien compris, parce que le système d'exploitation chez Apple est fourni en français lorsqu'on obtient la machine. Effectivement, il y a 20 logiciels d'inclus dans l'offre du Performance 5200. Plusieurs d'entre eux sont en français, mais la majorité, disons, serait anglophone. On a des titres sur CD comme L'herbier de Marie-Victorin en français. On a aussi le logiciel ClarixWorks en français. Justement, concernant ClarixWorks, c'est un logiciel qui fait partie du kit de base et qui comprend un logiciel de traitement. C'est un traitement de texte, un chiffrier, un logiciel de base de données et un logiciel de communication. Ça se compare peut-être pas, ça n'a pas peut-être toutes les fonctions qu'on peut retrouver avec WordPerfect ou Microsoft Word, mais comme logiciel d'utilisation courante ou domestique, je crois que c'est excellent. Personnellement, je l'utilise régulièrement. Qu'est-ce qu'il y avait? J'avais remarqué, bon, l'ordinateur peut être équipé d'un modem. Celui qu'on a présentement vient avec un modem. En fait, effectivement, la série Performa vient avec un modem standard intégré. On offre aussi dans les logiciels un logiciel qui s'appelle Megaphone. Qu'est-ce que ça fait, cet ensemble? C'est un logiciel, en fait, de téléphonie qui supporte la voix, les modems et les fax. Et on peut, en fait, en bout de ligne, avoir, c'est enfin un répondeur téléphonique à distance. On peut parler en main libre avec l'ordinateur, étant donné qu'on a les deux, le microphone et les speakers, si on peut dire, pardon, de l'anglicisme, et haut-parleurs. Et ça devient un téléphone, tout simplement. Mais d'ailleurs, un point à mentionner face à ça, c'est que comparativement à ce que les autres compagnies offrent dans ce domaine-là, c'est qu'on peut se permettre de parler pendant que l'autre personne à l'autre bout du fil nous parle, comparativement à d'autres systèmes où, lorsque tu commences à parler, ce que tu entendais ou le haut-parleur arrête, si je me souviens bien la différence. Exactement. C'est en fait ce qu'on appelle en jargon, si je peux me permettre, le full duplex comparativement à ce qu'on appelle du half duplex. Le CD-ROM qui vient, le CD-ROM qui est inclus avec chacune des machines Performa 5200 est un CD-ROM de quadruple vitesse qui est le standard, je crois, qu'on doit obtenir en niveau de performance. Il existait des 2X avant, des doubles vitesses, mais si on va avoir vraiment quelque chose d'intéressant avec un 4X, c'est très bien. D'ailleurs, la majorité des logiciels qui sont fournis avec cet ordinateur-là arrivent sur CD-ROM. Grosso modo, j'ai cru voir l'encyclopédie Grolier qu'il y avait à l'intérieur de l'ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre type d'intérêt assez général? Bon, on a ce qu'on appelle un logiciel assez intéressant, Nikolai Strain, on a aussi les dinosaures. Une panoplie d'outils, il y a le docteur, il y a aussi Leonardo l'inventeur en anglais cependant. Alors, une panoplie de logiciels, pas mal intéressant. La version du système d'exploitation actuel chez Macintosh, c'est 7.5. 7.5.1, si on peut dire. C'est la version actuelle présentement, qui est évidemment livrée avec cette machine-là. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que le système est multitâche ou si c'est vraiment des tâches de temps partagées? C'est du temps partagé, vraiment. C'est pas un multitâche, c'est un... Justement, face à ça, le système 8, que bon, tout le monde parle et qui semblerait corrigerait ce point du multitâche, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir bientôt? Parce que c'est pas encore dans cette machine-là. Est-ce que c'est encore sur papier puis on ne peut pas en parler? Ou... Non, actuellement, la livraison de ce qu'on appelle Coplan, qui est la version 8, sera disponible probablement en 96, fin 96. Un des points que j'aimerais vous faire remarquer concernant cet appareil-là, c'est sa facilité au niveau du changement ou de l'ajout de périphériques qu'on peut y faire. Si vous êtes habitué de travailler avec les ordinateurs de type compatible IBM, vous savez qu'on doit ouvrir un boîtier, dévisser les choses. Je vais vous montrer en temps réel comment ça fonctionne pour rajouter des périphériques à l'intérieur de ce type d'appareil-là. Je viens de l'éteindre actuellement. Je me déplace un petit peu vers l'arrière de l'ordinateur, j'y débranche le clavier et je rouvre le panneau qui me permet d'y retirer la carte maîtresse. Alors, théoriquement... Ne faites pas ça quand l'ordinateur est ouvert. C'est évidemment pas recommandé. Alors, pour les amateurs de parties matérielles, ce que vous voyez ici présentement, c'est l'électronique pratiquement au complet. Il manque le disque rigide qui est caché à l'intérieur du moniteur à un certain endroit. C'est l'électronique de mon ordinateur. Si je regarde, j'ai ici la pièce qui est le modem interne de mon ordinateur, que je peux brancher mon fil de téléphone à l'extérieur. J'ai une fente d'expansion blanche qui est là, qui serait de type... Ça, en fait, c'est une fente qui permet l'ajout de cartes PDS et qui, en fait, permet d'avoir, entre autres, un syntonisateur de télévision
Alors, c'est qu'on pourrait avoir le câble ou la télévision branchée sur l'ordinateur et on aurait l'ordinateur qui serait une télévision. Vous remarquerez ici, si vous me permettez, oui. Un capteur infrarouge, alors avec si on peut dire une manette ou un contrôle à distance, on peut changer des postes dynamiquement. La machine que j'ai avec moi, livrée de base, vient avec 8 mégaoctets de mémoire. C'est un des SIM que j'ai ici, une des plaquettes de mémoire. Je vois qu'il y a de la place pour en rajouter une seconde. Est-ce que je suis obligé, d'après toi, de mettre la même grosseur ou je peux changer les grosseurs? En règle générale, on y va de la même grosseur. Oui. OK. Fait que si je rajoutais une autre plaquette de 8 mégabytes, 8 mégaoctets, j'aurais un total de 16 mégaoctets. Au niveau du processeur, c'est le processeur qui équipe de cette machine-là de type PowerPC 603, qui est cadencé à 75 MHz. C'est un processeur, comment on peut le comparer avec le 601 qu'on avait dans d'autres machines PowerPC? Alors, si on le compare avec un 601, la dernière livraison, si on peut dire, c'est un 601 à 66 MHz, tandis que là, on parle d'un 603 à 75 MHz. C'est la même vitesse. Au niveau résultat? Au niveau résultat final, tout simplement parce que le 601 avait la mémoire cache de 256K de deuxième niveau. Alors, c'est la même performance. Au niveau des caractéristiques d'affichage, c'est un moniteur 15 pouces de tube qui donne environ 12 ou 13 pouces d'affichage diagonal à l'écran. Le nombre de couleurs et la résolution sont de 640 par 480 en milliers de couleurs. Et on peut aller jusqu'en 800 par 600 aussi, avec certaines peut-être limitations au niveau du nombre de couleurs, mais on peut aller chercher avec le même moniteur une prise 800 par 600. Alors, ça vous donne une petite idée de ce qui est possible de faire, d'acquérir en type d'ordinateur Macintosh d'ordre domestique. Il existe d'autres modèles qui sont sortis avec les nouveaux processeurs, mais on va probablement les regarder peut-être à une autre occasion. Alors, je remercie beaucoup M. Vallier qui était présent aujourd'hui pour m'assister dans l'analyse et la démonstration du performant. Je vous invite à être là à la prochaine capsule. C'est bientôt Noël, alors c'est synonyme de cadeau. Cadeau en informatique, c'est souvent synonyme de jeu. François, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, qu'est-ce qu'on peut peut-être regarder comme suggestion au niveau des jeux pour Noël? En aurais-tu un en particulier? On a une bonne récolte cette année. En particulier, aujourd'hui, on va regarder Frankenstein, basé sur la célèbre histoire de Mary Shelley. D'ailleurs, Frankenstein, c'est, je pense, un mythe qui ne meurt jamais. Il y a eu plus de 40 films jusqu'à présent. Maintenant, un jeu sur Frankenstein, enfin. Qui met en vedette Tim Curry. Tim Curry, c'est un acteur d'Hollywood assez connu dans le milieu. C'est un jeu d'aventure, tout ce qui est de plus classique, avec, je ne sais pas, ceux qui ont connu le jeu Myst, qui était très populaire l'an dernier, ça va sûrement leur rappeler quelque chose parce que ce jeu-là ressemble beaucoup à Myst, point de vue interface, point de vue qualité de jeu aussi. Ce logiciel-là, c'est sur PC ou Mac? Ce logiciel-là est sur Mac et PC. Il est sorti avant sur Mac, là, il y a environ une semaine, puis maintenant il est disponible sur PC aussi. Fonctionne sur Windows 95 et sur Mac, là, fonctionne sur le système actuel. D'ailleurs, en parlant du palmarès, on le voit présentement à l'écran, le palmarès, il change de plus en plus vu qu'on approche des fêtes. Il y a plein de jeux qui sortent, il y a plein d'autres jeux qui rentrent, c'est normal. D'ailleurs, il y a peut-être une chose que je voudrais mentionner. Comme nous, l'émission, on l'enregistre tout le temps avant, mettons une semaine ou 2 semaines avant, c'est certain que là, il y a des jeux qui présentement sont disponibles, que je pourrais parler, mais que là, on est 2 semaines en avance. Alors, faire attention, là, parce qu'en tant que tel, les jeux là, sortent très rapidement ces temps-ci. Pour en revenir à Frankenstein, là, on peut peut-être avoir des images là, à l'écran. C'est très beau graphiquement. C'est un de ses gros points forts. C'est tout du 3D. C'est superbe. J'ai vu d'ailleurs 9 sur 10 que tu as donné pour l'interface graphique du jeu. Actuellement, c'est un des plus beaux jeux là, que j'ai vu là, disponible maintenant. La version Macintosh, ce qu'on voit présentement à l'écran, c'est la version PC. C'est les images que je t'ai cherchées sur PC, mais pour le Macintosh, c'est plus beau. On sait que les Macintosh sont plus forts point de vue graphique, alors c'est normal que c'est plus raffiné, plus détaillé. Lorsqu'on commence le jeu, on se réveille dans le laboratoire du docteur Frankenstein. On est perdu, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on est la créature et non le créateur. Tout ce dont on arrive à se rappeler, c'est que on a des petits flashbacks de notre passé, genre on était accusé justement d'avoir assassiné notre fillette. Alors on va en apprendre au fur et à mesure que l'aventure va poursuivre. Comme on est perdu, c'est un beau prétexte à l'exploration. Alors on a le château du docteur Frankenstein à explorer au début, qui est très vaste. D'ailleurs, le docteur Frankenstein fait des apparitions ponctuelles. Au début, on se demande s'il n'est pas un peu fou ou si c'est nous qui est mort. C'est très complexe là, quand même comme histoire. Le château du docteur Frankenstein est bien sûr rempli d'inventions tout aussi bizarroïdes que sordides. Il y a aussi des passages secrets.
L'interface en tant que telle, comment ça marche, c'est des puzzles qui sont intégrés dans le jeu, comme n'importe quel jeu d'aventure. Sauf que, contrairement au jeu d'aventure Seven Guest, qui était très populaire l'an dernier, d'ailleurs la suite est sortie cette semaine, Eleven Tower, c'est pas des puzzles très visuels où ça nous saute d'en face, on voit un échiquier, puis il faut déplacer les pitons, bon, etc. C'est plus des puzzles intégrés dans le jeu qui vont modifier l'environnement. Parce qu'on a un environnement virtuel qui est le château du Dr Frankenstein et tous les puzzles sont d'ordre physique. On déplace des objets, on manipule des objets, on assemble des objets pour réussir les puzzles. Bon, comme note, moi je donne 7.9 sur 10. J'ai donné 9, comme tu dis, 9 sur 10 pour le graphique parce que c'est très fort. Le seul point faible du jeu, c'est la durabilité. Parce que tous les jeux d'aventure, il y a une fin. Ouais. Puis une fois qu'on a fini, on recommence rarement un jeu d'aventure parce qu'on a réussi à sortir du château du Dr Frankenstein, alors on est moins intéressé à recommencer une deuxième fois. C'est pour ça que je donne une note un peu plus faible dans la durabilité. Parlant de jeu Macintosh, parce qu'on n'en a pas parlé du tout là, dans l'émission. Non, malheureusement. Actuellement, il y a une bonne récolte pour les amateurs de jeux Macintosh. Présentement disponible ou disponible bientôt, il y a eu Sam & Max et Day of the Tentacle. C'est deux jeux de LucasArts. Ces deux jeux-là sont sortis il y a environ 1 an sur PC, mais maintenant sont disponibles pour Macintosh. Ensuite, il y a Command chez Allied General, des jeux de stratégie et d'action. Il y a De Sierra, Gabriel Knight 2, Police Quest 5, qui vont être disponibles d'ici quelques semaines. Dans les jeux auto de course, il y a IndyCar Racing 2, qui va être très populaire sur Macintosh, j'en suis certain. Les amateurs de Star Trek aussi vont être servis. Il y a Star Trek Next Generation qui sort en version Macintosh à la fin de l'année. Et aussi d'autres jeux comme Warcraft. Warcraft, c'est comme Command & Conquer, pour ceux qui s'en rappellent. D'ailleurs, Warcraft 2, lui, vient de sortir sur PC, la suite. Mais le premier épisode vient de sortir sur Mac. Des fois, ils sont un petit peu en retard, les jeux Macintosh, là, au point de vue... Mais cette fois-ci, c'est Frankenstein qui est sorti avant. Alors, ils se reprennent. Justement, parlant de jeux PC maintenant, les jeux qui devraient être sortis au moment de cette émission, c'est-à-dire qu'ils ont dû sortir vers la fin du mois de novembre, là, on est en semaine du décembre. Eleven Tower devrait être sur les tablettes présentement. Rebel Assault 2 est aussi sur les tablettes, sûrement. The Dig de LucasArts est aussi sur les tablettes. IndyCar Racing 2, World Secret 2, c'est deux jeux d'auto de course. Formule 1 et IndyCar Racing, c'est les deux différences entre les deux. Il y a Daggerfall, qui est un jeu de rôle. Il y a Warcraft 2, Art of Darkness, c'est la liste continue. D'ailleurs, les gens peuvent aller consulter la liste sur notre serveur web. Par rapport à Macintosh, en général, est-ce qu'il y a un prérequis qu'on devrait considérer comme étant nécessaire pour pouvoir utiliser les jeux dont tu viens de parler? Est-ce que ça se ressemble ou ça peut vraiment varier d'un jeu à l'autre? Ben pour Macintosh, je veux dire, tu parles de point de vue machine, l'équipement. Oui, soit la quantité de mémoire. Ça varie peu, contrairement à PC. PC, ça a eu vraiment une évolution là, exponentielle. Là, au début, c'était des 3,86. Après ça, ça demandait tout de suite des 4,86. Et déjà, maintenant, les jeux PC demandent des Pentium, on s'en sort pas. Macintosh, par exemple, là, bon, le Power PC est sorti quand même depuis quelques temps, 1 an environ. Mais ça n'a pas vraiment changé. C'est pas nécessaire d'avoir un Power PC. C'est pas nécessaire, mais la plupart, ils recommandent des fois, là, etc. OK. En tout cas, j'espère que ça aura donné aux gens une petite idée sur vers quoi s'orienter par rapport au temps des fêtes qui s'en vient bientôt. Nous, notre but est vraiment de vous donner une idée de ce qui sort et peut-être de vous démontrer des jeux de temps en temps. Alors, on passe tout de suite à la prochaine capsule qui sera sur l'Internet. Cette semaine, j'aimerais qu'on prenne encore quelques minutes pour regarder ensemble quelques adresses Internet d'intérêt général. Évidemment, tout ce qui concerne l'informatique, c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, j'ai peut-être une suggestion à vous faire comme adresse de référence. C'est une adresse dans laquelle on peut retrouver plusieurs magazines informatiques qui sont malheureusement en anglais pour la plupart, mais qui valent la peine d'être contactés. Alors, l'adresse, c'est www.zdnet.com. À cette adresse-là, ce qu'on va retrouver, c'est un menu à partir duquel on peut consulter une série de différentes revues dans le domaine de l'informatique. Plusieurs d'entre elles, vous allez probablement reconnaître. Ici, on a le Mac User. On a le PC Week, qui est comme la version électronique de la revue PC Magazine. D'ailleurs, c'est dans PC Week qu'on va retrouver plusieurs des annonces qu'on fait au début de l'émission lorsqu'on parle de produits qui s'en viennent. François, je sais pas si... Oui, il y a des revues pour les jeux. Il y a Computer Gaming World, qui est une des grosses revues les populaires. Il y a aussi Interactive. Interactive, c'est une revue uniquement sur Internet, sur les jeux.
Ce qui est comique là-dedans, c'est que, bon, on peut consulter des anciens numéros qu'on aurait peut-être manqué de ces revues-là. Souvent, même certaines de ces revues-là mettent le contenu au complet de leur magazine de façon électronique. On peut les consulter sans même avoir à les acheter, quoique souvent, c'est plutôt des résumés qu'on a. Une autre adresse que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est concernant justement les jeux. François, rappelle-moi donc un petit peu pour y accéder, c'est quoi? Oui, l'adresse, c'est bien sûr www.happypoppy.com. C'est rapport aux jeux? Oui, c'est uniquement une adresse, c'est un endroit où on peut trouver des démos pour les jeux, des solutions. On voit, si tu devais descendre la liste, on a le choix ici, on a un menu. On peut choisir par exemple les Hit PC Games, c'est-à-dire les meilleurs jeux pour le PC. Ça, c'est pas évidemment des jeux complets. Il y a des jeux du domaine du partage logiciel, c'est-à-dire des shareware. On a aussi des démos de jeux commerciaux. C'est vraiment très complet et je m'approvisionne là sans me gêner, bien sûr. C'est des choses qui sont de façon gratuite. On n'a pas à être membre ou payer pour y accéder. Bon, j'avais une autre adresse qu'on avait... Bon, ceux qui sont branchés sur l'Internet, il y en a peut-être d'entre vous qui utilisent l'ensemble Globetrotter, qui est un ensemble de logiciels de communication qu'on peut installer dans notre PC et qui comprennent Netscape, Odora et l'outil de configuration pour appeler avec le modem. En français. En français, oui, c'est ça qui est important. C'est d'ailleurs fait, je crois, en tout cas mis en paquet dans la région. Eux, cette compagnie-là, Globetrotter, ont aussi un site dans lequel on peut trouver des choses assez intéressantes. Globetrotter, c'est, si on veut, le serveur Internet de la compagnie de téléphone Québec Téléphone, qui est un concurrent de plein d'autres compagnies qu'on ne mentionnera pas. Et Globetrotter, ce qui est intéressant, c'est que, bon, en plus d'être en français, ils ont inclus une carte de leur site. Puis cette carte du site-là nous permet de naviguer, de choisir différents domaines qui s'intéressent, que ce soit les sports, l'actualité, etc., les jeux. Et on voit une espèce d'arbre. On peut vraiment cliquer partout, là. Même si c'est pas en bleu souligné comme d'habitude, là, on peut cliquer sur n'importe quel mot. Comme mettons sport, si tu cliques en haut, tu vas pouvoir aller facilement les consulter. Tu devines tes articles de sport. Une dernière adresse que j'aimerais vous mentionner, qui a fait son apparition sur le web récemment, c'est la revue Safarir. Alors, safarir.com, qui va pointer à la page de publicité que ce magazine bien connu des Québécois a bien voulu mettre disponible. Généralement, ce qu'on retrouve sur leur site, ce sont des choses qui sont incluses dans le magazine, mais aussi des choses qu'on ne retrouve pas dans leur magazine, que ce soit des gags qu'ils ont eu pensé entre eux, et des choses qu'ils ont bien voulu mettre pour leur prochaine parution. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission de cette semaine. On a encore une fois touché à l'autoroute électronique, mais je crois que c'est un sujet d'actualité qui vaut la peine d'être vu. D'ici là, profitez-en pour surfer de votre côté et on se retrouve à la prochaine émission.